Vous écoutez On lit pour vous. Les fouilles complètes en centre jeunesse. Des exceptions? Un dossier de Jessica Nadeau paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir, premier et deuxième texte. Premier texte. Les fouilles complètes dans les centres jeunesse, des mesures d'exception qui n'en sont pas? Plus de 22 000 fouilles complètes ont été faites sur des adolescents en centre de réadaptation, aussi connus sous le nom de centre jeunesse depuis 4 ans, selon un décompte inédit fait par Le Devoir. Et malgré une nouvelle directive réitérant le caractère exceptionnel d'une telle mesure, on comptait encore en 2025 plusieurs milliers de fouilles. Un exercice humiliant qui laisse des marques profondes chez les enfants qui les subissent, avons-nous pu constater. La première fois que j'ai eu une fouille complète, j'ai pleuré, raconte Patrick, un jeune dont on ne peut révéler l'identité parce qu'il est toujours hébergé dans un centre de réadaptation de Montréal. C'est inhumain de faire ça, soutient-il. Je suis placé parce que j'ai des mauvais parents, puis ça permet aux gens de me mettre dans une salle avec des caméras et de devoir me mettre presque nu. C'est fucked up. Patrick n'est pas un jeune contrevenant, c'est un jeune qui n'a pas eu la chance d'avoir des parents capables de s'occuper de lui. C'est donc la protection de la jeunesse qui a pris le relais. Il a grandi dans le système, hébergé dans des centres jeunesse depuis de nombreuses années. Au début, ça se passait plutôt bien, mais à l'âge de 14 ans, il a subi un événement qui l'a profondément troublé et qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Cet événement, c'est sa première fouille complète. Devant des agents de sécurité, il a dû enlever ses vêtements un à un jusqu'à ce qu'il se retrouve en boxeur. Puis on lui a remis une robe de chambre, on lui a dit de l'enfiler, de se tourner vers le mur et de retirer son sous-vêtement. Pour s'assurer qu'il était vraiment nu sous sa robe de chambre, on lui a demandé de tourner l'ouverture de celle-ci sur le côté pour dévoiler ses hanches, une à une. Puis on lui a demandé de faire 3 sauts et 3 squats pour s'assurer qu'il n'avait rien camouflé dans ses cavités corporelles. Tout ça parce qu'on le soupçonnait d'avoir une vapoteuse. Ils n'ont rien trouvé, ni cette fois-ci, ni celle d'après, parce que l'expérience s'est répétée des dizaines de fois depuis, raconte Patrick. À force de se faire fouiller ainsi sans raison, l'adolescent dit avoir perdu tout respect pour ses éducateurs. Après, dès qu'ils ont franchi cette ligne-là, je suis devenu démoniaque, affirme Patrick, qui ne semble pas percevoir à quel point le jugement qu'il porte sur lui-même est lourd. Il a fait des fugues à répétition, a été transféré dans un autre centre de réadaptation plus intensif et s'est retrouvé plus souvent qu'à son tour en isolement. Au fil des années, il s'est construit une carapace. Maintenant, je m'en fous. Genre, ça ne m'atteint plus, affirme-t-il avec désinvolture au bout du fil dans une entrevue accordée au Devoir lors d'une sortie récente. Santé Québec, centre-sud de l'île de Montréal, n'a pas été en mesure de fournir au Devoir le protocole détaillé des fouilles, étape par étape, ni corroborer le témoignage de Patrick. Une nouvelle directive en 2025. Certaines choses ont changé depuis. Les sauts et toute autre position portant atteinte au bien-être des jeunes sont interdits depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle directive ministérielle envoyée sans tambour ni trompette en juillet l'an dernier à la suite de la publication d'un article du Devoir. Dans cette directive que nous avons obtenue en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, on souligne à grands traits que l'utilisation de la fouille complète doit être exceptionnelle. On reconnaît que les fouilles sont des mesures intrusives susceptibles de raviver des traumas et de porter atteinte à l'intégrité des jeunes. Pour cette raison, le recours aux procédures de fouille doit se faire seulement si l'intégrité physique et la sécurité des personnes sont en cause, indique-t-on. On précise qu'on ne peut pas avoir recours à une fouille complète pour rechercher des objets interdits dans les centres jeunesse comme des vapoteuses ou des revues porno. Enfin, il est désormais interdit de faire une fouille complète sur un jeune de moins de 14 ans sans l'autorisation formelle du directeur de la protection de la jeunesse. Parmi les branches de Santé Québec, ex-SIS et SIUS, contactées par Le Devoir, plusieurs ont indiqué que leur pratique de fouille était déjà en cours de révision et que la directive est ainsi venue réaffirmer cet exercice.
avec des correctifs ici et là, notamment quant à l'interdiction des sauts quand c'était encore demandé. On répète qu'il s'agit d'abord et avant tout d'assurer la sécurité des jeunes et des intervenants et que les fouilles sont faites avec bienveillance. Patrick a constaté la différence depuis la dernière année, mais ça ne l'empêche pas de se faire encore fouiller régulièrement. Avant, au retour d'une fugue, c'était systématique. Maintenant, tu as une chance sur deux de ne pas te faire fouiller, explique-t-il. Il constate également qu'il n'y a plus de fouilles lorsqu'on les soupçonne d'avoir consommé, mais qu'on le surveille de près dans les heures suivantes. Santé Québec, centre-sud de l'île de Montréal, n'a pas souhaité faire de commentaires sur ce cas précis. Depuis 2022, ce sont plus de 22 220 fouilles complètes qui ont été effectuées dans les centres de réadaptation du Québec, selon des données issues des CIS et CIUS que nous avons pu obtenir grâce à des demandes d'accès à l'information. Celles-ci ne sont toutefois pas complètes, certaines organisations ne disposant pas de données pour l'ensemble des années demandées. Pour les années 2023 à 2025, le nombre tourne autour de 6 500 fouilles par année. Au ministère de la Santé et des Services sociaux, on refuse de commenter les chiffres du devoir sous prétexte que les données n'étaient pas collectées de manière uniforme à travers le réseau. Un nouveau système harmonisé a toutefois été mis en place l'an dernier et permet donc d'avoir des chiffres comparables. Pour l'exercice 2025-2026, on rapporte 5 127 fouilles complètes, et ce malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle directive en juillet 2025. Ces chiffres peuvent paraître élevés, reconnaît le ministère, mais témoignent néanmoins d'une baisse significative du nombre de fouilles entre le début et la fin de l'exercice, soit entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. En effet, on est passé de 671 fouilles durant la première période à 292 lors de la dernière, une diminution de 56%. Les résultats me disent que ça a quand même eu un impact, l'envoi de la directive. On a vu une réduction donc. C'est quand même une bonne chose, affirme la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill, en entrevue au Devoir. Lorsqu'on lui demande comment, en dépit de la baisse, on peut recenser 5 127 fouilles en 2025-2026 et toujours parler de mesures exceptionnelles, elle répond que c'est moins de 10% des jeunes qui font l'objet d'une mesure. Madame Hill reconnaît du même souffle que ce sont souvent les mêmes qui sont ciblés et que pour ces derniers, les fouilles ne sont pas exceptionnelles. Non. Vous écoutez Les fouilles complètes en centre jeunesse. Des exceptions? Un dossier de Jessica Nadeau paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir. Premier texte. Qui sont ces jeunes? Les centres jeunesse accueillent deux clientèles distinctes qui sont séparées par unité. D'un côté, il y a les jeunes contrevenants qui ont commis un crime et qui sont placés en garde fermée sur ordre du juge, en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, LSJPA. De l'autre, il y a des jeunes comme Patrick, qui sont sous la responsabilité de l'État parce que leurs parents sont inaptes à s'occuper d'eux. Ils se retrouvent en centre de réadaptation parce qu'ils se mettent à risque en faisant des fugues à répétition, en consommant ou en s'automutilant. La directrice nationale de la protection de la jeunesse n'a présentement aucune idée de la provenance des jeunes ciblés par des fouilles complètes et a demandé à Québec de lui fournir ces informations. Celles-ci ne sont pas encore disponibles, nous confirme le ministère. Madame Hill affirme que ça l'inquiéterait moins si elle apprenait que 90% de ces fouilles étaient faites sur de jeunes contrevenants. Avec les jeunes sous la LSJPA, notre mandat principal, c'est la protection du public, parce qu'on est devant des jeunes qui ont commis des crimes. Tandis que l'autre groupe, nos jeunes hébergés en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, notre angle principal, c'est l'intérêt de ces enfants-là et leur protection, parce qu'ils ont été victimes de ces vices, détaille-t-elle. Chez Santé Québec Laval, les statistiques fournies au Devoir montrent un changement de la clientèle soumise aux fouilles complètes depuis l'envoi de la dernière directive. L'an dernier, c'était environ moitié-moitié. Cette année, 77% des fouilles sont faites dans les unités fermées qui regroupent les jeunes contrevenants et les filles en encadrement intensif. Dans les autres branches de Santé Québec contactées par le Devoir,
On ne dispose pas de statistiques précises, mais on assure partout que la grande majorité des fouilles se fait du côté des jeunes contrevenants. Des critiques. Selon l'avocate spécialisée en protection de la jeunesse, Mylène Leblanc, les mesures comme la fouille complète contreviennent aux droits fondamentaux des enfants et devraient être interdites d'application sur la population hébergée en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Ces enfants sont placés parce qu'ils sont les plus vulnérables de la société. Ils ont besoin de réadaptation, donc de soins de santé. Qu'est-ce qui légitimise tout ça, se demande-t-elle. Le député solidaire Guillaume Clich-Rivard dénonce lui aussi depuis longtemps ces pratiques, qu'il juge abusives. Je constate la baisse, et je dois le dire, je m'en réjouis. Je pense que c'est le début d'une remise en question importante, affirme d'emblée l'élu en entrevue. Cela dit, je trouve encore que ce sont des chiffres énormes dans le contexte où c'est censé être exceptionnel. Lors de l'étude des crédits à l'Assemblée nationale au printemps, il a notamment talonné le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, afin de savoir combien de fouilles avaient mené à des saisies. Un chiffre que le ministère n'est toujours pas en mesure de fournir, a pu constater Le Devoir. C'est censé être une mesure d'exception, et les réponses que j'obtiens du gouvernement pour justifier cette mesure d'exception me semblent tout sauf exceptionnelles, dénonce M. Clich-Rivard. Donc pour moi, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans cette remise en question, et beaucoup de questions à poser. N'importe quel parent qui procéderait à une mesure similaire ferait probablement l'objet d'un signalement et d'un retrait automatique de son enfant. Ce serait gravissime. Alors je m'attends à ce que l'État soit capable de nous démontrer pourquoi il perpétue cette pratique-là, tranche-t-il. Les différents types de fouilles. Les jeunes l'appellent généralement fouille à nu, mais le nom officiel de la procédure utilisée par Québec est fouille complète. De quoi parle-t-on exactement ? Voici la description des différents types de fouilles telles que décrites dans la dernière directive ministérielle. La vérification des effets personnels d'un jeune n'est pas considérée comme une fouille. La fouille sommaire d'un jeune s'effectue avec un détecteur de métal ou par palpation avec les mains, en suivant les contours du corps, de la tête aux pieds, sans toucher aux organes sexuels, en vérifiant les plis des vêtements, les poches et les chaussures. La fouille complète d'un jeune ne doit se faire qu'après qu'on lui a remis une robe de chambre pour qu'il puisse se couvrir et qu'on s'est assuré de son bien-être psychologique. Il lui est demandé de, sans s'exposer à nu, remettre tous ses vêtements et objets personnels, sous-vêtements y compris, aux personnes qui effectuent la fouille. Le jeune est ensuite passé au peigne fin, la plante de ses pieds, l'intérieur de ses mains, l'intérieur de sa bouche, le dessous de ses aisselles et ses cheveux font l'objet d'un examen minutieux. Aucun saut ni aucune position portant atteinte à son bien-être ne sont permis lors de l'intervention, et la dignité du jeune doit être préservée en tout temps. En aucun temps, ni pour aucun motif, la fouille à nu ne peut être effectuée par les services de réadaptation. Le recours à la fouille interne de toute cavité corporelle, estomac, anus, vagin, etc., est interdit en centre de réadaptation. Dans le cas où l'on craint pour la sécurité ou la santé d'un jeune, celui-ci doit être transféré à l'hôpital où une évaluation de sa situation sera effectuée et où des actions seront posées en conséquence. Vous écoutez les fouilles complètes en centre jeunesse, des exceptions, un dossier de Jessica Nadeau paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir, premier et deuxième texte. Deuxième texte, le traumatisme à répétition des fouilles complètes en centre jeunesse. C'était il y a plusieurs années, mais le temps n'a rien effacé du sentiment qui habitait Cathy et Léa lorsqu'elles devaient se soumettre à des fouilles complètes, une expérience traumatisante qui a marqué leur passage en centre de réadaptation. Cathy était en 6e année lorsqu'un jour, à la fin des classes, une travailleuse sociale de la DPJ est venue lui expliquer qu'elle ne retournerait pas chez elle et qu'on l'amenait plutôt dans un foyer de groupe. Des policiers n'étaient pas très loin au cas où elle refuserait de coopérer.
10 ans plus tard, elle se souvient encore du sac rose avec le logo Nike vert fluo rempli de vêtements que son père était venu lui porter. À partir de ce moment, les placements se sont succédés. Je dois avoir fait au moins 22 placements de 12 à 18 ans, raconte la jeune femme au sourire contagieux. Son sentiment d'abandon s'est vite transformé en rébellion, l'amenant à faire l'école buissonnière et à fuguer. Elle s'est alors retrouvée au centre jeunesse de Laval. « Tu as vu dehors, les barbelés ? Moi, quand j'ai vu ça, je pensais que je m'en allais en prison, » raconte-t-elle. Cheveux courts et sourire frondeur, Léa, 25 ans, confie avoir eu la même impression. Elle a été placée à l'âge de 16 ans parce qu'elle avait levé la main sur sa belle-mère. Elle s'est d'abord retrouvée dans un centre de réadaptation de Montréal, mais comme elle fuguait sans cesse pour aller consommer au centre-ville, on l'a transférée à Laval. C'est là que les policiers l'ont amenée, dans un fourgon cellulaire. Ils m'ont dit « Mets-toi toute nue, mets la robe de chambre ». Ils ont passé le détecteur de métal et tout. Je capotais. J'étais comme « Mais où est-ce que je suis rendu ?» Je me demandais s'ils avaient le droit de faire ça. Cathy et Léa affirment avoir refusé de se déshabiller et témoignent du sentiment d'impuissance qu'elles ont ressenti lorsqu'elles ont compris qu'elles n'auraient pas le choix de se soumettre à cet exercice humiliant. Je ne voulais pas me déshabiller. Ça faisait environ 4 heures qu'ils me faisaient attendre dans une petite chambre et je ne voulais pas, confie Léa. Elle raconte avoir d'abord dû enlever ses vêtements un par un derrière une serviette tenue par des intervenantes qui ne regardaient pas, précise-t-elle, avant qu'on lui remette une robe de chambre pour la fouille. « C'est intimidant, » souligne Léa. « Tu te sens quand même agressée, là. » Une fois en robe de chambre, elle s'est fait demander de faire des squats et des jumping jacks avant d'ouvrir sa robe de chambre sur le côté pour prouver qu'elle n'avait rien dessous. « Mais j'étais toute nue en dessous de ça, » dit-elle pour expliquer son malaise. « Ça m'a pris 3 heures à sortir de là parce que je voulais pas. Je me demandais s'ils avaient le droit de faire ça. J'étais mineure, j'étais gelée raide. Ça me tentait pas. » Léa estime avoir subi une 60aine de fouilles complètes pour autant de fugues pendant les quelques mois où elle a résidé au centre jeunesse de Laval. Le pire, dit-elle, c'est qu'elle remettait volontairement aux policiers tout ce qu'elle avait sur elle, que ce soit un couteau ou de la drogue, au moment où ils l'arrêtaient. Ils savaient que je n'avais rien, mais ils me fouillaient pareil. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix, parce que c'était leur job. J'étais traumatisée. Cathy aussi est restée marquée par sa première fois. Je m'en souviens, j'étais traumatisée, je pleurais tellement j'avais peur. J'étais comme « Non mais je vous connais pas, vous êtes qui, vous me voulez quoi, j'ai 12 ans ». Je comprenais pas. Elle affirme que comme elle ne voulait pas se plier aux exigences, on l'a enfermée dans une pièce sans accès à de la nourriture et où elle ne pouvait aller aux toilettes que sous surveillance. Après plusieurs heures, elle a fini par céder. Cathy estime avoir subi quelques 200 fouilles au centre de réadaptation de Laval, où elle a fait plusieurs passages sur une période de 6 ans. C'est la seule place où on lui a fait subir une fouille complète qu'elle qualifie de fouille à nu. On l'a fouillée 2 jours et 2 nuits, souvent parce qu'on la soupçonnait d'avoir un téléphone cellulaire. C'était parfois le cas. Elle voulait garder contact avec l'extérieur, dit-elle, et les 15 minutes autorisées par le centre sur un téléphone fixe n'étaient pas suffisantes. Parfois, on suspectait une fille à l'étage d'avoir un objet interdit. Tout le monde passait alors à la fouille complète, après que les agents eurent retourné leur minuscule chambre, sans fenêtre, sans dessus-dessous. « Je pense qu'on ne s'habitue jamais », confie Cathy avec émotion. « À chaque fois, ça me traumatisait. Peut-être moins que la première fois, mais je trouvais que c'était comme... » Elle hésite une seconde avant de prononcer le mot « viol », puis précise immédiatement « Je sais qu'ils m'ont pas violée, mais c'était comme... » Tu violes mon intimité. À Laval, on n'est pas en mesure de confirmer que la procédure de l'époque était telle que décrite par Cathy et Léa. Mais aujourd'hui, les filles sont amenées dans un lieu désigné et se voient remettre une robe de chambre. Derrière un grand drap tenu par une intervenante, elles retirent pantalon et chandail, puis mettent la robe de chambre. Ce n'est qu'une fois vêtues d'une robe de chambre qu'elles retirent leurs sous-vêtements. La fouille des vêtements et le passage d'un détecteur de métal suivent, explique au Devoir Santé Québec-Laval, qui assure qu'on ne demande plus de faire des sauts. Au-delà des blessures. En sortant du centre jeunesse à 18 ans, Léa a vivoté entre les organismes jeunesse et la rue. Aujourd'hui, sa situation est stable.
Elle habite dans un petit logement subventionné avec ses 2 chats et a une très belle relation avec sa belle-mère. Cathy, elle, a traîné avec des gens pas trop recommandables et est tombée dans la consommation. Elle est sobre depuis bientôt 3 ans et voit encore son père. C'est à peu près à la même époque qu'elle a recroisé Léa, qu'elle avait connue à Laval. Toutes deux orphelines de mère, ayant perdu un grand-parent qui comptait énormément pour elles et ayant vécu les aléas de la vie au centre jeunesse, elles ont trouvé du réconfort ensemble. Léa flatte le dos de Cathy lorsque celle-ci raconte des épisodes particulièrement difficiles de son parcours. Leurs yeux brillent lorsqu'elles se regardent. L'amour leur va bien. C'était Les fouilles complètes en centre jeunesse, des exceptions, un dossier de Jessica Nadeau paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir, premier et deuxième texte. La richesse de plus en plus concentrée au sommet. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 2 juillet 2026 dans La Presse. Les ultra-riches sont de plus en plus riches, révèle un nouveau rapport qui permet par exemple de savoir quelle est la fortune moyenne dont dispose le 0,01% des familles les mieux nanties du Canada. Celles qui habitent au Québec jouissent d'une fortune moyenne de 408 millions de dollars. En Ontario, on parle plutôt de 546 millions de dollars. En Colombie-Britannique, de 501 millions de dollars et en Alberta, de 393 millions de dollars. C'est le constat que dresse l'organisme sans but lucratif Canadians for Tax Fairness, Canadien pour une fiscalité équitable, qui appelle à une plus grande taxation des hyper riches au pays. C'est l'Ontario qui compte le plus grand nombre de familles milliardaires, soit 38. Cela représente 44% des familles milliardaires canadiennes, alors que la province représente 39% du poids démographique du pays. On retrouve 27 familles milliardaires au Québec, ce qui représente 31% des familles milliardaires du pays. C'est davantage que le poids démographique du Québec qui est de 22%. Le rapport note qu'au Québec, les familles qui comptent parmi le 1% des plus riches détiennent près de 25% de la richesse totale. Parmi les actifs évalués par les chercheurs, on trouve des habitations et des terrains, mais aussi des actions et des parts de fonds d'investissement, des assurances-vie, des retraites, des liquidités et des dépôts. Le Canada compte 3 380 familles dont le patrimoine s'élève à au moins 100 millions de dollars. Canadians for Tax Fairness a noté que la concentration de la richesse a augmenté dans 9 des 10 provinces canadiennes depuis 1999. Seule la Colombie-Britannique a vu la concentration diminuer. Minimum de coordination. Claire Sellerier, titulaire de la chaire de recherche du Canada en finance des ménages et professeur agrégé de finance à la Rotman Schools of Management de l'Université de Toronto, note qu'il s'agit d'un phénomène mondial. Une grande partie des actifs des ultra-riches sont des actifs financiers comme des actions ou des participations dans des sociétés privées, dit-elle. Les valorisations ont beaucoup augmenté ces dernières années et ça contribue à la hausse des inégalités. Les salaires, eux, ont augmenté beaucoup moins rapidement, surtout si l'on tient compte de l'érosion du pouvoir d'achat due à l'inflation. L'un des moteurs de cette dynamique est structurel. Les taux d'intérêt qui sont à des niveaux très bas historiquement. Les ultra-riches peuvent emprunter à bateau et ensuite acheter des actifs qui génèrent énormément de rendement, souligne la chercheuse. Aucune banque ne va leur refuser un prêt, bien sûr.
On l'a vu durant la pandémie, avec les taux extrêmement bas, même en dépit de la hausse qui a suivi pour juguler l'inflation, et on le voit encore aujourd'hui. L'une des façons de réduire les inégalités et de mieux financer les programmes publics serait de taxer les grandes fortunes et pas seulement le revenu comme c'est le cas à l'heure actuelle. Il y a souvent deux freins à cette approche. La crainte d'évasion du capital vers des pays plus cléments et la désincitation à la création d'entreprises. Pour cette deuxième crainte, on parle de fortunes de centaines de millions ou de milliards. On est au-delà du niveau de l'incitation à la création d'entreprises. Pour la première crainte, il faudrait avoir un minimum de coordination, dit Mme Sellerier. Crainte pour la démocratie. Les auteurs de l'étude constatent aussi que ce phénomène fragilise la démocratie au pays. Par exemple, au Québec, 18 710 familles possèdent un patrimoine net supérieur à 10 millions de dollars, tandis que 686 500 personnes se trouvaient sous le seuil de la pauvreté en 2023, notent les chercheurs. La concentration extrême des richesses représente un danger considérable pour la démocratie et la cohésion sociale, en particulier à l'échelle à laquelle nous la constatons actuellement au Canada. Il est manifestement injuste de permettre à un petit groupe de Canadiens d'accumuler, sans être imposés, une fortune qu'il serait impossible de dépenser en plusieurs vies, alors que la pauvreté et l'insécurité alimentaire atteignent des niveaux records, écrivent les auteurs, appelant à une taxation accrue des actifs des ultra-riches. Mme Sellerier estime qu'il est urgent d'avoir un débat sur la question puisque les inégalités extrêmes menacent les fondements mêmes de la société. Durant d'autres périodes, les années 1920 par exemple, les ultra-riches avaient l'habitude de faire du mécénat. Ce phénomène est moins prononcé aujourd'hui chez les ultra-riches. Ça peut créer du ressentiment, de la polarisation et être dangereux pour la démocratie. C'était La richesse de plus en plus concentrée au sommet, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 2 juillet 2026 dans La Presse.